The first waves would hit Morocco and the west coast of Africa about an hour after the landslide, and they could be up to 300 feet tall. Computer models predict a wall of water more than twice as tall as the Statue of Liberty would hit parts of North Africa, wiping out everything for miles inland. These are just unbelievably large waves that we're talking about. Once you cross to that level of just hugeness, the place is going to be wiped out. The computer simulations showed the next to be hit would be southern Europe. Tsunami waves would then race west across the Atlantic, striking the Caribbean and the Americas, nearly 4,000 miles away. En principio, esta ola será unas 30 veces más grande que el tsunami del Océano Índico en 2004. Tendrá más de 1000 metros de altura. La erupción de 1980 del Monte Santa Elena fue la prueba de que un volcán se puede derrumbar de esta manera tan terrible. Fue un suceso impresionante, pero el derrumbe de Cumbre Vieja podría ser 200 veces peor. Caerían al océano entre 1,2 millones de toneladas de roca a toda velocidad. La ola resultante atravesaría entonces todo el océano Atlántico. Por supuesto, la ola se iría dispersando y separando en olas más pequeñas, pero aún así, después de cruzar el Atlántico y volver a juntarse en, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, en el Caribe o en el norte de Brasil, voici la simulation de ce méga tsunami. Les vagues partent du volcan. À l'approche des côtes africaines, elles devraient mesurer environ 150 mètres de haut. À hauteur du Portugal et de l'Espagne, elles devraient faire dans les 40 mètres. Sur les côtes britanniques, 7 à 8 mètres après la traversée du plateau continental. Les Caraïbes seraient totalement dévastés. Les Bermudes seraient sûrement entièrement submergées. Il n'en resterait rien. Tout serait rasé. La vague arriverait ensuite sur les côtes américaines. Les gens pensent qu'il n'y a qu'un tsunami, alors que jusqu'à une dizaine de vagues risquent de déferler. La première ne serait pas la plus haute. Elle ne mesurerait que 8 à 10 mètres. Mais la deuxième pourrait atteindre 25 mètres. 25 mètres, cela suffit pour noyer tout Long Island. Tout serait rasé. On a établi un modèle permettant de prévoir la taille d'un tsunami consécutif à un effondrement de la Cumbre Vieja. Le glissement de terrain produit d'abord une vague énorme. Elle pourrait faire jusqu'à 1 km de haut. Pour vous donner une idée, ça représente 3 tours Eiffel ou 3 London Shard les uns sur les autres. Ça fait énormément d'eau. Au bout de 20 à 30 minutes, toutes les vagues sont parties de La Palma. Elles entament un long voyage à travers l'océan Atlantique. Il ne fait aucun doute que quelle que soit l'ampleur de l'effondrement du flanc ouest de la Cumbre Vieja, la première vague aurait des conséquences catastrophiques pour les Canaries. Le méga tsunami viendrait d'une île volcanique située au large de l'Afrique du Nord, dans l'archipel des Canaries. La vague dévasterait tout, jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres. L'ampleur des dommages qu'il causera dépasse l'imagination. Et pourtant, l'opinion publique n'en sait absolument rien. Ce cataclysme aura une puissance destructrice pratiquement illimitée. Et nous ne pourrons rien faire pour l'arrêter.
L'énergie libérée par un méga tsunami qui heurte une côte est bien supérieure à celle de n'importe quelle tempête. La raison tient à la longueur de la vague, c'est-à-dire la distance entre son début et sa fin. Quelle que soit leur hauteur, la longueur des vagues dues à une tempête ne dépasse ordinairement pas une centaine de mètres. Cela est dû au fait qu'elles naissent du vent soufflant à la surface de l'eau. En revanche, un méga tsunami fait totalement corps avec l'océan. Sa masse se prolonge jusque dans les fonds sous-marins, plusieurs kilomètres en contrebas. À cause de leur énorme volume, les vagues des méga tsunamis sont très longues. Des centaines de kilomètres séparent souvent leur début de leur fin. Cela les rend particulièrement dévastatrices à l'approche d'une côte. Quand l'océan devient moins profond, le front de la vague ralentit, mais l'arrière continue de progresser à la même vitesse. Il s'appuie alors sur le front en provoquant un accroissement de sa hauteur. Les méga tsunamis sont redoutables au moment où ils heurtent une côte. Ils se dressent jusqu'à se changer en un véritable mur d'eau. La grande longueur de la vague a une seconde conséquence effrayante. Au lieu de se briser sur le rivage, elle progresse à l'intérieur des terres en engloutissant tout devant elle. Les vagues provoquées par les tempêtes n'ont que quelques dizaines de mètres de long, mais celles des méga tsunamis mesurent plusieurs centaines de kilomètres. Une vague classique qui touche une côte se brise sur place, alors qu'une vague de ce type s'engouffre au-delà du rivage. Cela lui donne une puissance redoutable. L'île de La Palma. C'est une des plus occidentales des Canaries. 80 000 personnes y vivent de l'agriculture et du tourisme. Elle comporte 2 volcans. L'un éteint et l'autre en activité. Au début de l'année 1990, un géologue britannique est allé y étudier celui qui est actif, la Cumbre Vieja. Je suis venu sur la Cumbre Vieja pour essayer de comprendre son histoire et les phénomènes qui s'y manifestent. Simondé allait découvrir que le prochain effondrement d'une île volcanique se situerait sans doute ici. La Palma est exclusivement composée de 2 volcans. Le volcan éteint en constitue la partie nord, alors que le sud est occupé par la Cumbre Vieja. Sa forme générale n'est pas un cône, mais plutôt une crête, le long de laquelle s'échelonnent les cratères régulièrement en activité depuis des milliers d'années. En 1949, le volcan s'est à nouveau réveillé, d'une façon qui allait tout changer. L'éruption elle-même n'a pas été vraiment dangereuse pour les insulaires, mais elle a provoqué un phénomène d'un type nouveau. Une semaine après le début de l'éruption de 1949, il s'est passé une chose extraordinaire. Après une série de forts tremblements de terre, la partie ouest du volcan s'est mise à glisser d'environ 4 mètres en direction de la mer. Une faille s'est ouverte sur 2 km le long de la crête. Ce n'est pas une configuration normale pour un orifice volcanique destiné à laisser jaillir le magma ou la lave. Ce côté a descendu par rapport à l'autre d'à peu près 4 mètres. Toute cette zone s'est rapprochée de la mer. C'est tout à fait inhabituel. On ne voit jamais cela sur un volcan.
Je m'intéresse au volcan de La Palma. Les îles Canaries sont des volcans immenses qui reposent sur le fond de l'océan. Les plus anciens se situent à l'est. Ces derniers temps, les îles les plus actives sont celles de l'ouest, comme Tenerife, Hierro et La Palma. Au-dessus de cette dernière se dresse la Cumbre Vieja, le volcan le plus actif de l'archipel. Quand des séismes se produisent sous un volcan, on s'inquiète toujours, parce que ça peut marquer le début d'une remontée de magma vers la surface. Pour arriver des profondeurs, elle doit briser la roche, ce qui provoque des tremblements de terre. Je collabore au programme de surveillance de l'activité volcanique. Son objectif principal est d'observer des signes précurseurs d'une menace, afin d'informer les autorités canariennes de l'évolution de l'activité et d'une éventuelle éruption à venir. Mes collègues scientifiques et moi avons une immense responsabilité. Si on fait notre travail correctement, on sauvera des vies. Chaque éruption est précédée d'une augmentation de la sismicité, mais cette dernière peut prendre plusieurs formes. Aux Canaries, il peut par exemple se produire ce qu'on appelle un séisme volcanotectonique. Mais comme c'est un phénomène assez fréquent, il ne signifie pas qu'une éruption va forcément avoir lieu. Pour beaucoup de gens, les volcans sont des sentinelles de roches qui perdurent pendant des millions d'années, alors que ce sont plutôt des tas de cailloux instables. Même s'ils grandissent sans arrêt, de temps en temps ils s'effondrent, victimes de glissements de terrain qui arrachent une partie de leur flanc. Donc ils ne sont pas solides et immuables, ce sont plutôt les déchets de la nature. L'éruption du mont Saint-Helens en 1980 a fourni la première preuve visuelle d'un effondrement. This is the CBS Evening News with Dan Rather. It is an event that defies superlatives. One geologist said today, there is no record in geology in the last 4,000 years of anything like this happening before. The tremendous lateral blast is unprecedented. This sequence of photos was taken during the first 60 seconds of the mountain's eruption, beginning shortly after 8:30 on Sunday morning. Ce sont les seules preuves en images d'un glissement de flanc, et elles ont marqué un tournant. On a découvert qu'un volcan se comportait d'une façon qu'on ne lui connaissait pas. Au lieu d'être uniquement verticale, une éruption pouvait être latérale. Le renflement se déplace et provoque un glissement vers le nord. Un panache de cendres gigantesques monte dans l'atmosphère et recouvre la région. On s'est demandé ce qui serait arrivé si l'effondrement avait fini dans l'eau. Sachant que le flanc ouest de la Cumbre Vieja est instable, on s'est demandé s'il était en train de se déplacer. Il avait commencé à s'affaisser en 1949, mais personne ne s'y était vraiment intéressé depuis. Donc en 2007, on a mesuré la pente à l'aide d'un GPS à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, on sait qu'au fil des ans, le flanc s'est déplacé de plusieurs centimètres vers l'ouest. Même s'il paraît minime, ce déplacement est énorme. La partie instable se trouve ici.